Okay, good day, colleagues. Good day, Eh bien, everyone. bonjour à tous. Il est maintenant 3 heures, heure d'Amsterdam et en Espagne, en Allemagne, et donc on souhaite commencer. Nous avons un programme ambitieux pour aujourd'hui. D'abord, bienvenue. Je suis Elisabeth Colucci. Je représente L'Oréal Global, qui est l'institution coordinatrice de l'initiative de HACA 2. C'est une initiative d'harmonisation des standards de qualité en Afrique par rapport à l'enseignement supérieur. C'est un aspect très important du partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Union africaine. C'est financé par la Commission européenne et nous sommes très contents de co-organiser ce webinaire aujourd'hui avec des partenaires stratégiques sous l'initiative HACA et avec DAD venant d'Allemagne aussi et l'agence universitaire de la francophonie, l'ALOF, qui est un partenaire stratégique important dans cette initiative. Le titre de ce webinaire aujourd'hui est le développement des compétences d'entrepreneuriat en Afrique, un nouveau focus. C'est le deuxième webinaire d'une série de 4 qui a été conçue pour suivre les résultats du sommet entre l'Union africaine et l'Union africaine qui a eu lieu en février de l'année dernière ou de cette année, comme j'interprète, voir s'il y a eu effectivement des résultats importants dans le secteur de l'enseignement supérieur. Donc, nous voulons promouvoir les résultats de ce sommet, promouvoir les résultats de la déclaration et en parler dans la communauté de l'enseignement supérieur en Afrique et en Europe par rapport aux implications concrètes. Ces webinaires ont un esprit très pratique. On va essayer de montrer des initiatives et en même temps, nous attendons avec impatience la discussion par rapport à ce que nous pourrions faire à l'avenir en Afrique, mais aussi entre l'Afrique et l'Europe. Donc, juste quelques petits points de logistique avant que nous commencions avec le programme. Nous avons de l'interprétation en 3 langues, aujourd'hui anglais, français et portugais. Vous allez voir un icône d'interprétation sur Zoom et vous pouvez cliquer et sélectionner la langue de votre choix. Et nous avons aussi activé l'icône de questions-réponses où vous pouvez inscrire vos questions, vos commentaires, comme ça les panélistes pourront répondre directement à vos questions ou réagir directement à vos commentaires. Et nous allons avoir du temps pour discuter entre les panélistes et donc partager vos questions. C'est très, très important que nous ayons votre retour. Donc, avant de passer au programme principal, avant de donner la parole à l'animateur, M. Oyewole, qui est le secrétaire général de l'Association des universités africaines, je voudrais donner un petit instant à nos co-modérateurs de vous dire quelques mots de bienvenue. Je vois que Christa Hansang de DAAD souhaite prendre la parole, donc je voudrais lui donner la parole à Christophe pour quelques minutes. Bonjour, merci beaucoup. Je ne suis pas sûr que vous me voyez parce que apparemment ma vidéo est bloquée. Peut-être vous pouvez débloquer ma vidéo parce que un moment en tout cas. Maintenant, ça devrait aller, Christophe. Donc, normalement, vous devriez pouvoir activer votre vidéo. Hein. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Eh bien, je vais commencer tout simplement par parler et j'espère qu'on pourra résoudre ce petit problème. Déjà, bonjour, cher Olesua Aire Sebanku et professeur Kambou, le directeur de l'AUF, et bienvenue au Dr Bohine. C'est un plaisir pour le DAAD de vous souhaiter la bienvenue cet après-midi à ce séminaire. En tout cas, pour nous en Allemagne, c'est l'après-midi. Et le sujet qui a été choisi est un sujet très important pour le DAAD.
Donc, DAAD, c'est une organisation d'université allemande. Il y a 241 membres et nous travaillons au nom du gouvernement fédéral allemand et de la Commission européenne avec un budget d'à peu près 600 millions d'euros avec un personnel de 1000 personnes et 6 bureaux à travers le monde. Et nous avons été avec Oyusowala la semaine dernière à Barcelone et nous avons aussi organisé un panel sur comment nous pouvons aller de l'avant pour passer d'une éducation où on enseigne les compétences d'entrepreneurial vers des actions concrètes grâce à l'aide des universités. Et nous sommes convaincus que des écosystèmes sont nécessaires pour cela. Et au-delà même des questions de faculté de finances, nous avons besoin de spécialistes en finance et en microfinance. Ils devraient être inclus parce que là, il y avait un manque. Et même quand on monte une société, le capital pour faire durer cette société est nécessaire. Et ensuite, ainsi, les universités pouvaient se rapprocher pour travailler de façon plus claire sur ces questions. Et avec le soutien international, nous avons eu de très beaux exemples, par exemple, le Erasmus X Center de Rotterdam et aussi pour le professeur Bohine fait partie de ce partenariat dans le programme de DAD 2020, la coopération qui est soutenue actuellement pour créer cet écosystème pour permettre l'impulsion de compétences entrepreneuriales au niveau universitaire. Et hier, nous avions eu une ronde de sélection et nous avons sélectionné de nouvelles universités dans ce partenariat et des sociétés ou des entreprises dans le nord et dans le sud pour travailler ensemble et créer cet environnement fructueux. Et donc, je suis convaincu que nous allons avoir une discussion très pratique aujourd'hui où nous allons pouvoir discuter d'exemples concrets de comment cette association avec les entreprises a pu s'organiser. Merci beaucoup, Christophe, pour cette introduction et pour nous avoir rappelé ce qui a été couvert et pour poser un peu le décor pour cette discussion. Maintenant, je voudrais donner la parole au professeur Olusola Oyewala, secrétaire général. Merci beaucoup. C'est mon plaisir de vous souhaiter tous la bienvenue à ce dialogue au nom de l'Association des universités africaines et d'autres partenaires qui sont impliqués dans cette initiative, Obrial Global, l'AUF et DAAD. Et donc, j'attends avec impatience d'avoir une discussion très inclusive et je suis content que beaucoup d'universités en Afrique se sont connectées à la discussion d'aujourd'hui. Et notre discussion aujourd'hui va avoir un impact sur ces universités. Merci beaucoup, Olisula. Avant que nous passions maintenant à notre panel, je voudrais saisir l'occasion maintenant de faire un petit sondage du public. Il n'y a que 2 sondages, c'est un petit peu pour briser la glace. Donc, si vous êtes d'accord, nous allons afficher les questions maintenant. Vas-y, Eloy. Donc, vous allez voir, il y a 2 questions au sondage. La première question, c'est
quels sont les défis principaux liés à la formation de compétences entrepreneuriales parmi les élèves? Donc, premièrement, c'est le manque d'une culture d'entreprise dans nos pays, dans nos systèmes, le manque d'entrepreneuriat au niveau universitaire, accès limité aux incubateurs, un entrepreneuriat qui n'est pas incorporé dans les programmes d'enseignement. L'entrepreneuriat est essentiellement lié à des cas d'études et ne sont pas transdisciplinaires. Une coopération limitée entre les entreprises et les universités et une coopération limitée entre les entreprises et l'université dans le développement des programmes ainsi que dans la recherche coopérative, la question d'avant. Donc, vous pouvez sélectionner quel est le défi principal parmi dans cette liste, parce que je pense qu'effectivement, il y a pas mal de choix ici. La deuxième question, c'est qu'est-ce que l'Afrique et l'Europe peuvent faire pour adresser ces défis? Première option, c'est d'avoir plus de projets coopératifs entre les entreprises et l'université, programme de renforcement des capacités adressant l'entrepreneuriat, plus d'incubateurs situés dans les universités, un environnement réglementaire amélioré, des programmes qui encouragent plus des données sur l'entreprise en Afrique et des compétences doivent comprendre l'entrepreneuriat. Voici les réponses et vous pouvez seulement sélectionner une des réponses. On va vous donner peut-être 30 secondes pour faire votre choix et ensuite on regardera les résultats. Okay, let's see the results. Eh bien, regardons les résultats. Okay, it looks like Eh bien, il me semble que pour la première question, en tout cas, nous avons manque d'une culture d'entreprise et de nos systèmes qui est à ex aequo et que, avec le problème que l'entrepreneuriat était essentiellement lié aux business studies et non pas à une perspective transdisciplinaire. Et ensuite, 16%, c'est une coopération limitée entre les entreprises dans la recherche coopérative et suivi par le manque d'initiatives dans le développement des programmes et avec 6% chacun, le manque d'entrepreneuriat au niveau universitaire et un accès limité aux incubateurs. Intéressant. Donc, on voit que les dimensions culturelles sont importantes et aussi potentiellement des aspects réglementaires et aussi le fait que l'entrepreneuriat ne semble pas être multidisciplinaire. En tout cas, dans la façon dont les universités font face à cette question. Dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à ces défis? La réponse principale, les deux principes, plus de projets coopératifs entre les entreprises et les universités. Ensuite, on aussi essayer de développer plus d'incubateurs dans les universités et quelques-uns d'entre vous ont sélectionné les réponses restantes. Ceci vous donne un petit peu un tableau général, mais on voulait juste vous échauffer un petit peu par rapport à ces questions et à partir de maintenant, je voudrais donner la parole à notre modérateur aujourd'hui, professeur Olewole, qui va mener les discussions du panel et va essayer de faire démarrer une discussion passionnante. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette information préliminaire et je voudrais encore une fois vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Je voudrais que vous dire aux intervenants qui n'ont que 10 minutes pour leur présentation et je vais les appeler un par un. Le premier intervenant va être Madame Scala, Madame Carla Giulietti,
qui viennent de l'Agence exécutive audiovisuelle, éducation et culture de la Commission européenne. Donc, Carla, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je partage ma présentation. Donc, dans ma brève présentation, je vais parler du renforcement de capacité dans l'action de l'enseignement supérieur. C'est une action qui vient du programme Erasmus+, et je vais vous donner quelques exemples de projets de renforcement de capacité qui ont bien marché en Afrique. Les actions, eh bien, l'action vise à améliorer les systèmes d'enseignement supérieur ainsi que les institutions de la façon la plus large possible. Donc, améliorer la pertinence et la qualité de la gouvernance, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à cela. Et c'est complètement aligné avec les ODD et avec l'accord de Paris. Et tout ceci met une emphase spéciale sur l'inclusion, l'accessibilité et l'équité. Et donc, cela n'adresse pas uniquement la modernisation des programmes pédagogiques et la mise à jour des compétences des enseignants, mais aussi cible la gouvernance, la gestion et en particulier le sujet qu'on traite aujourd'hui, donc renforcer l'écosystème de l'enseignement supérieur et combler le fossé entre l'enseignement supérieur et les entreprises. Donc, renforcer une culture d'entreprise dans l'enseignement supérieur. C'est un aspect essentiel de nos activités. Ah, nous ne voyons pas vos slides. Vous ne voyez pas mes slides, donc je ne partage pas apparemment. Maintenant, est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, oui, oui. Voilà, très bien. Donc, les objectifs en général, d'essayer d'adresser l'innovation dans l'accessibilité au sein de l'enseignement supérieur, dans la gouvernance, dans l'intégration régionale, afin de vraiment d'avoir un impact sociétal qui soit visible. Et voilà. Et il y a 3 filières pour couvrir les différents besoins. Les 3 filières sont dévouées sont focalisées sur un public différent. La filière 1 pour les nouveaux venus, ceux qui n'ont pas. Donc, il s'agit de projets plus courts avec une bourse moins importante. La filière 2, c'est pour ceux qui ont déjà une certaine expérience dans la coopération et qui veulent passer à une vitesse supérieure. Et c'est vraiment pour faire une réelle transformation basée sur l'innovation. Et ensuite, il y a les réformes structurelles. Et c'est donc la filière 3. C'est donc obligatoire qu'il y ait des ministres de l'enseignement supérieur qui soient à bord et qui jouent un rôle actif. Et ce projet donc a une bourse plus importante entre 800 000 et 1 million d'euros et la durée de 3 à 4 ans. Et le projet peut être national, c'est-à-dire qu'il peut cibler seulement un seul pays. Par exemple, cibler l'enseignement supérieur au Botswana, par exemple, je prends ça comme exemple, juste un pays africain que j'ai choisi, où les projets peuvent être régionaux, multi-pays, c'est-à-dire que ces projets peuvent cibler le Botswana, l'Afrique du Sud, la Namibie. Donc, c'est un projet régional. Et ça peut aussi être trans-régional parce que dans le programme de renforcement des capacités Erasmus+, la planète est divisée en régions et l'Afrique est divisée en 2 régions différentes. Donc, il y a les 5 pays
le long de la Méditerranée, l'Afrique du Nord, et ces pays appartiennent à une région et l'Afrique subsaharienne représente une autre région. Donc, on peut avoir un projet entre l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal et le Burkina Faso. Donc, là, il s'agit d'un projet transrégional. La Commission a identifié 5 priorités principales euh, dans le projet, que les projets de renforcement des capacités doivent adresser. Et ces priorités généraux sont très vastes et presque tout ce que vous pouvez imaginer peut faire partie de ces priorités. Par exemple, le Green Deal, donc la transition verte, le changement climatique, la, la croissance économique durable, la transformation numérique, tout ce qui est lié à la transformation numérique, depuis la connectivité, depuis des compétences numériques, enfin tout cela, la migration et la mobilité, cela aussi comprend l'intégration de migrants ou de personnes déplacées en interne ou de chemins légaux juridiques spécifiques pour reconnaître les qualifications, etc. La gouvernance, la paix, le développement humain, cela comprend des projets qui ciblent la santé, le genre, la jeunesse, l'inclusion, les droits de l'homme en général, et ensuite la croissance durable, l'entrepreneuriat et l'employabilité. Euh, et qui peut postuler? Et maintenant, je vais, et là, en général, il s'agit donc d'institutions d'enseignement supérieur ou Association, les deux du côté africain et aussi du côté de l'Union européenne. Pour les éléments 3, il y a également la possibilité d'y associer les étudiants, les recteurs, etc. Les critères d'allocation, eh bien, sont jugés. Il y en a 4. L'importance du projet, la qualité du design du projet et sa mise en place, la qualité du partenariat, qui doit être complémentaire, et finalement la durabilité, les plans d'impact et de diffusion des résultats attendus. Maintenant, j'aimerais vous donner 2 exemples de projets qui ont été déjà mis en place dans les pays africains sur le sujet de l'entrepreneuriat pour combler l'écart entre le secteur entrepreneurial et les universités, le secteur académique. Le premier est le projet ARED qui a été mis en place en Afrique de l'Est. C'est un projet, ce projet en avant, c'est l'acronyme de African Higher Education Advancing Inclusive Innovation for Development. Il a trait à la gestion de l'innovation avec une innovation inclusive et l'entrepreneuriat et les entreprises sociales. Il y a 3 pays impliqués, l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Ce sont les pays bénéficiaires. Et vous voyez ici l'université, mais le consortium qui va recevoir ces fonds est composé par les partenaires européens. Ce sont les partenaires qui doivent transférer le savoir et partager les bonnes pratiques aux bénéficiaires, aux pays bénéficiaires, qui sont les pays ciblés. C'est là où nous aimerions voir les améliorations. Quels ont été les principaux accomplissements de ce projet ARED? Eh bien, pour chaque pays, un système d'analyse d'innovation nationale a été mis en place. Pour chaque université partenaire, on a produit également une auto-évaluation institutionnelle sur ce sujet, sur le sujet de la gestion de l'innovation, etc. Il y a aussi la formation de personnel, la diffusion, des ateliers de diffusion, des conférences aussi. Vous avez encore 1 minute, madame.
Eh bien, ça veut dire que je vais passer au programme, au projet suivant. C'est Salem. Je vais passer au français maintenant. Qui a été mis en place au Maroc et en Tunisie. Et il voulait favoriser l'entrepreneuriat estudiantin par la mise en place d'un système de statut national réglementé officiellement par la réglementation nationale et de pôles d'accompagnement qui ont été développés dans les universités participants au Maroc et en Tunisie. C'était un projet qui était coordonné de façon exemplaire par l'AUF et qui a produit des excellents résultats. Par exemple, ici, vous voyez le guide de bonne pratique pour l'accompagnement des étudiants entrepreneurs. Il y a un rapport sur l'entrepreneuriat féminin. Et ce qui est, disons, plus intéressant, c'est que le projet a aussi créé une matrice de transférabilité que vous trouvez dans le lien montré en bas. Une matrice de transférabilité qui permet de reproduire le même modèle de ce dispositif dans les pays intéressés. Le résultat de ce projet, c'est qu'en 3 promotions d'étudiants entrepreneurs, il y a plus que 3000 étudiants qui ont été accompagnés, dont le 67% étaient de femmes. Parmi ceux, il y avait 400 étudiants avec un handicap qui ont bénéficié d'un accompagnement spécialisé. Et au total, il y a eu 1315 projets individuels ou développés à 2 ou en petits groupes par les étudiants qui ont vu le jour. Et donc, c'était un projet qui vraiment mérite d'être approfondi et élargi dans d'autres pays. Voilà, je vais m'arrêter là. Thank you very much. Yeah, I want to thank Carla Merci beaucoup, Carla, pour avoir partagé avec nous ces projets donc, de développement de capacités reliés à l'entrepreneuriat sous le programme Erasmus de l'Union européenne. Pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat, il est nécessaire d'avoir l'opinion de l'industrie. Et maintenant, nous avons M. Samuel Matonda, le directeur exécutif de la Chambre nationale du commerce et de l'industrie du Kenya. Monsieur Samuel Matonda, vous avez 10 minutes, s'il vous plaît. Merci. I'm not able to be on video. I think the host will be able to allow that. Je pense que notre hôte va me permettre de partager ma vidéo. Merci au modérateur de me donner cette opportunité d'intervenir. La question à débat est très intéressante et nous parlons des capacités disponibles et c'est ce que mène à bien l'académie, le secteur universitaire et de l'enseignement à partir des besoins de l'industrie. Il y a une raison à cela, parce qu'il y a une étude de McKinsey qui a été menée à bien, indiquant que 40% des employeurs... Oui, pardon, nous avons perdu monsieur l'orateur, monsieur Matonda. Nous ne vous entendons pas, vous êtes coupé malheureusement. Et l'industrie essaye de combler cet écart en offrant des formations à l'emploi à travers des stages de formation. Et lorsque les diplômés quittent les institutions d'enseignement, ils peuvent avoir développé leurs capacités et acquérir de l'expérience pour être sur le marché du travail et productif. Les capacités donc nécessaires dont ont besoin les industries ont changé depuis
les années 90, après cette quatrième révolution industrielle, maintenant nous nous penchons davantage sur la robotique. Maintenant, il y a davantage de valeur ajoutée qui est demandée. Nous avons optimisé ces plans de formation. Nous nous penchons sur les secteurs qui ont fait un pas en avant pour améliorer et échanger et modifier les capacités demandées dans les technologies de l'information. Et nous voyons la technologie, à quel point elle s'améliore. À travers les technologies de l'information et la communication, nous avons pu aussi obtenir des solutions dans tous les secteurs, dans le secteur financier, des solutions fintech, technologie des finances. Il y a M-Pesa aussi qui a révolutionné le secteur financier, aussi le commerce électronique, n'est-ce pas, pour le marché global. Comment nous exposons nos produits, comment nous pouvons les montrer de manière globale dans cette époque de, de pandémie ou d'après-pandémie. Donc, les industries peuvent montrer leurs produits, leurs services de manière virtuelle et ces technologies-là, eh bien, ont fait preuve donc de ces programmes innovateurs. Le monde maintenant est interconnecté et quels pourraient être les produits dans une région? Eh bien, ça peut être des produits intermédiaires dans d'autres régions. Et à travers cette connectivité, eh bien, cela a mis les bases des capacités nécessaires à être transférées, non seulement physiquement, mais aussi virtuellement. Nous l'avons vu dans plusieurs secteurs, le secteur des diagnostics dans le secteur de la santé, eh bien, les diagnostics peuvent se faire à distance et y fournir des solutions. Ensuite, je vous parlerai de ces défis, cette myriade de challenges qui viennent globalement et l'industrie est là pour apporter des solutions aux challenges qui émergent. Un exemple des challenges après COVID, eh bien, des économies ont tendu à se renfermer sur elles-mêmes. Les solutions ont été customisées en fonction de chaque région ou continent. Ceci donc les pays, les entreprises ont fait preuve de beaucoup de flexibilité et on a mis en place des solutions innovatrices et nous avons vu beaucoup de collaboration entre le secteur académique, que ce soit à l'échelle universitaire ou au niveau des différentes vocations des différents secteurs professionnels qui ont mis à profit leur découverte, tout leur savoir-faire. Le e-learning a été également absorbé par le secteur privé et cette industrie a commercialisé de nombreux produits. Il y a des agences qui ont vite réagi pour permettre l'émergence de ces technologies et leur application surtout. Et oui, nous pouvons apporter ces infrastructures pour la production de biens. Globalement, il y a eu une grande évolution technologique dans tous les secteurs, comme je l'ai dit, et l'industrie essaye de rester à l'avant de ces innovations. Ce qu'il manque, ce qui a été souligné par plusieurs études, eh bien, il y a peu de relation entre ce que l'académie est en train de donner aux étudiants pour se diplômer dans les institutions par rapport aux besoins de l'industrie. L'industrie doit mener le cap et ce que nous avons vu à partir des études de Madame Kala, eh bien, c'est vrai qu'il y a de nombreux efforts qui ont été faits, mais il s'agit de voir
à quel point, comment l'académie peut travailler avec le secteur primaire et les solutions, les capacités, les formations qui sont offertes doivent être effectives et être à temps, n'est-ce pas, pour être utiles dans le secteur primaire. Il y a eu cet écart en Afrique, mais nous avons pu le combler en grande mesure en Afrique. Les capacités en TIC, aussi les systèmes de chargeurs pour les véhicules électriques, eh bien, on fait état donc du besoin de flexibilité, de disposer de systèmes d'infrastructures qui puissent s'adapter aux besoins. Finalement, en regardant le besoin d'intégrer ces capacités, le besoin d'intégrer les capacités des étudiants ou des jeunes diplômés dans le but d'offrir des solutions dans divers aspects de l'environnement du travail. Vous avez encore 2 minutes, monsieur. Merci. Par exemple, je parle, avant, nous avons eu, il y a des capacités, même si vous êtes un directeur général exécutif, eh bien, il y a vous devez voir comment réaliser ces inventaires, même si vous êtes à la plus haute échelle. Et c'est ce qui fonctionne maintenant. L'académie va offrir des cours qui vont couvrir tout le spectre, tous les niveaux d'employés et d'entrepreneurs. Il y a une intégration de ces programmes de formation dans l'académie et c'est sur ces mots que je tiens à terminer mon intervention, Monsieur le Président, et donc je suivrai la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Samuel Matunda. Je vous remercie. Work closely with the private sector. And I'm glad that you've also pointed out that the type of skills required in the 1990s is no longer the type of skills that the industry is looking forward to today. And I hope that in our subsequent discussion, j'espère que dans notre discussion, nous allons plus parler de l'automation et l'automatisation de l'e-commerce et de l'informatique dont vous avez parlé. Maintenant, je vais demander au professeur Slem Kalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Si vous êtes avec nous, vous avez la parole, professeur Kalbous. Juste pour intervenir, malheureusement, le recteur de l'AUF a eu un problème urgent, mais il a demandé que son conseiller nous rejoigne aujourd'hui. Je vois qu'il n'est pas encore connecté, donc je suggère que nous parcourions la présentation de l'AUF à la fin de la discussion. Tout à fait d'accord. Donc, nous pouvons passer à quelqu'un, au docteur Rosmond, qui est à Boyne, qui est la pro-vice-chancelière et directeur du Centre pour l'entrepreneuriat et le développement des petites entreprises au Cape Coast University au Ghana. Merci beaucoup. Donc, j'ai essayé de partager mon écran, mais apparemment, mon portable rend ça difficile. Donc, je vais essayer de partager ce que je peux. Donc, vous êtes d'accord que si on regarde la population de l'Afrique selon l'UNESCO, si on regarde les gens âgés entre 20 ans et 24 ans représentent 40% de la population africaine. Mais 20% de cette population est au chômage. Donc, et en Afrique, l'économie informelle prévaut. Donc, il y a un manque de correspondance entre les compétences et ce que l'économie recherche. Donc, une des choses
que nous voyons en tant qu'université, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir développer les compétences entrepreneuriales et l'état d'esprit entrepreneurial des étudiants. Et récemment, ce que nous avons pu faire, c'est que nous demandons au programme d'incorporer les compétences du 21e siècle. Vous savez que les compétences dont on avait besoin il y a 5-10 ans ont changé. Donc, on incorpore des compétences analytiques, la créativité, l'innovation, la technologie, le renforcement des équipes, le développement personnel. Donc, si on choisit n'importe quel cours à l'université de Cape Coast, ces compétences du 21e siècle vont devoir être intégrées. Et on ne fait pas ça tout seul. Nous avons parlé avec des partenaires internationaux pour pouvoir rassembler les meilleures pratiques. Et donc, on espère que dans les 4 à 6 prochaines années, chaque étudiant qui sera diplômé de l'université de Cape Coast aura donc ces compétences du 21e siècle et vont être capables de monter leurs propres entreprises ou pouvoir d'évoluer dans des entreprises déjà qui ont pignon sur rue. Une autre question, c'est qu'en tant qu'université, nous voulons que notre université à Cape Coast soit une université d'entreprise. Et si vous voyez que l'entrepreneuriat se retrouve dans toutes les activités que nous menons. Donc, on a eu un projet avec l'Université des sciences appliquées en 2012 et grâce à ce projet, on a établi un centre pour l'entrepreneuriat et le développement des petites entreprises. Et il y a 3 piliers principaux. On regarde l'entrepreneuriat dans l'éducation où nous avons déployé un cours au niveau 300 pour développer l'état d'esprit d'entreprise chez nos étudiants. Et nous avons aussi étudié et installé des incubateurs où nous développons les idées d'entreprise des étudiants. Et donc, et pour pouvoir donc leur donner du conseil. Et aussi, le 3e pilier, c'était d'entreprendre de la recherche dans le domaine de l'entrepreneuriat pour que nous puissions contribuer à la connaissance dans le domaine de l'entreprise. Ça, c'était le projet que nous avons commencé en 2012. Et récemment, nous avons développé ce projet vers d'autres domaines. Par exemple, nous voulons renforcer l'expertise dans le domaine alimentaire. Donc, on travaille avec des entreprises dans le domaine alimentaire et on encourage les étudiants à commencer des entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, il y a certains étudiants qui utilisent des recettes traditionnelles, d'autres utilisent des plantes. Et donc, ce sont certaines des retombées de ce projet. Récemment, nous avons aussi établi un pôle d'innovation et de réflexion pour aider les étudiants à être innovants et on voulait utiliser ce pôle de pensée pour aider les communautés et pour faire face aux problèmes qui mettent l'humanité, auxquels fait face l'humanité. Si vous venez à Cape Coast, nous sommes entourés par 6 ou 7 villages et on veut que ces universités aient un impact sur ces communautés. Donc, on regarde l'engagement communautaire et on voudrait donc que nos étudiants agissent comme bénévoles pour aider les jeunes dans ces villages, pour leur apprendre à lire. Nous voulons, par exemple, créer un club de foot. Nous voulons ainsi pouvoir développer les compétences des jeunes dans ces communautés. Et on fait ça grâce à ce pôle de pensée et d'innovation. Et ce pôle, récemment, a coopéré avec Cosmos. Et ce que nous faisons, c'est que nous aidons les étudiants à des applications
qui peuvent être utilisés par des agriculteurs pour leur indiquer aux agriculteurs où ils peuvent semer leurs graines. applicants. And these are students from the University Et of ce sont ce sont des étudiants qui postulent pour être sélectionnés dans ce projet Cosmos pour aider les agriculteurs au niveau local, et ils vont recevoir un financement, et aussi on mène un programme à fois avec l'Allemagne. Et là, on essaie de renforcer les compétences informatiques, ce que nous formons dans l'intelligence concurrentielle. Et donc, on essaie de lier les étudiants avec la Chambre de commerce. Et quand on connecte les étudiants qui ont suivi cette formation avec la Chambre de commerce, les petites entreprises viendront leur présenter les programmes informatiques. Et ainsi, les étudiants pourront fournir des solutions informatiques pour aider les entreprises à faire face à leurs problèmes. Et on coopère aussi avec Roof Forum, et on essaie d'aider les étudiants à regarder les projets agricoles que nous avons. Parce que le gros problème que nous avons en Afrique, c'est que nous sommes trop focalisés sur les matières premières. Donc, on essaye de voir si les étudiants pourraient peut-être traiter certaines de ces matières premières et en faire des produits finis qui pourront être vendus sur les marchés. Donc, on a aussi ce défi pour les étudiants qui travaillent dans le domaine agricole. Et récemment, nous avons aussi un projet avec le British Council, et on se concentre aussi sur l'agriculture. Tout cela est pour un coup encourager les étudiants à développer leurs propres entreprises au bout du compte. Et en plus, ce que nous faisons, nous ne travaillons pas de façon isolée. Nous faisons en partenariat avec d'autres universités. Par exemple, quand on parle du pôle d'innovation et de pensée, il y aura des industriels qui vont venir en tant que mentors pour que ces étudiants puissent être les agents de changement dans leur communauté. Et on utilise donc l'industrie, l'appui de l'industrie pour faire cela. Et ce que nous faisons dans ce pôle, c'est que nous avons aussi des partenariats avec des banques. Parce qu'une des questions que nous avons trouvées dans le programme d'entrepreneuriat, c'est que nous avons des étudiants qui veulent commencer quelque chose, mais ils ont des problèmes avec le financement. Donc, nous coopérons avec les banques, et certaines des banques sont préparées à regarder des projets d'entreprise qui sont viables, et certaines banques vont peut-être même vouloir sponsoriser. Et donc, c'est ça que l'université essaie aussi d'encourager, d'offrir une plateforme de rencontre entre les industriels, les banques et les étudiants. Et pour s'assurer effectivement que ces entreprises vont grandir et fleurir, et ainsi permettre aux étudiants de mener leurs entreprises à un niveau encore plus élevé. Donc, voici certaines des activités que nous menons à l'Université de Cape Coast. Nous ne développerons pas uniquement les compétences entrepreneuriales, mais nous encourageons aussi les étudiants à commencer leurs propres entreprises. Et nous regardons aussi l'entrepreneuriat social. Il vous reste 1 minute. Et donc, effectivement, pour que ces étudiants puissent rendre quelque chose à la communauté. Donc, nous agissons à 2 niveaux. Nous avons l'entrepreneuriat, l'éducation des compétences entrepreneuriales, et aussi la coopération avec l'industrie, et aussi notre volet communautaire. Merci. Je voudrais vous remercier pour votre présentation et informer nos participants que si vous avez des questions pour nos panélistes, n'hésitez pas à les inscrire dans la section questions-réponses. Mais nous sommes tellement contents d'entendre que l'Université de Cape Coast
and you are travailler incorporating sur son programme et vous incorporez donc les compétences du 21e siècle. Et je pense que les universités, we want to follow your example. nous voulons suivre votre exemple et nous avons aussi noté Entrepreneurship education, business incubation and research, and you que also connect l'université a un programme pour connecter les étudiants avec plusieurs systèmes de soutien entrepreneurship skills. qui vont aider à développer leurs compétences d'entrepreneurial. Et les participants vont être heureux de recevoir votre présentation que vous n'avez pas pu encore télécharger et nous pouvons apprendre beaucoup de choses chez vous. Maintenant, je vais demander au professeur Utz Dornberger pour qu'il puisse partager sa présentation avec nous. Il est un professeur d'économie du développement qui se spécialise sur la promotion des PME et il est directeur d'un centre de compétences travaillant là-dessus en Allemagne. Donc, vous avez la parole, professeur Dornberger. Merci beaucoup et j'espère que vous pouvez donc voir ma présentation ici. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et bienvenue à tous les participants, surtout ceux qui nous arrivent d'Afrique. Et mon focus aujourd'hui, ça va être de se concentrer sur un domaine spécifique dans la promotion de l'entrepreneuriat. Et on va se concentrer surtout sur l'Afrique par rapport à cela. Donc, je vais commencer avec quelques défis que je perçois. D'un côté, on voit que l'enseignement supérieur est en train de croître en Afrique. Mais quand on regarde les chiffres, malheureusement, on voit qu'il y a bien sûr 10 millions d'étudiants en Afrique, mais ça représente seulement 30% de ce qu'on voit par rapport à la moyenne mondiale. Donc, on peut s'attendre à ce que ce chiffre triplera dans les années à venir. Et ça crée un défi, bien sûr. Et là, on rassemble que les chiffres, mais ça ne nous donne pas encore une idée complètement claire des défis. Par exemple, le chômage. Dans certains pays en Afrique où ce chiffre peut monter jusqu'à 45%. Donc, il y a un défi. Il faut créer des emplois pour nos diplômés. Et bien sûr, cela veut dire qu'il faut penser à comment nous pouvons mieux coopérer avec le secteur privé. Et si on prend un modèle tout simplement, la coopération entre les entreprises et les universités, comme on voit ici, eh bien, on parle des trois piliers. Recherche, éducation et le transfert. Et dans ce pilier, on peut faire une différence entre beaucoup de réalités. Par exemple, la commercialisation des connaissances ou quand il s'agit de l'esprit d'entreprise dans les entreprises. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui représentent l'engagement académique. Donc, on voit qu'il y a pas mal d'activités et afin de me concentrer un peu, je vais me focaliser sur le développement de l'entrepreneuriat au sein des universités. Quand on parle de l'entrepreneuriat au sein des universités, il faut être clair de quoi il s'agit. Normalement, on pense aux retombées. Par exemple, retombées d'un centre de recherche qui mènerait peut-être à une start-up qui sera fondée par un universitaire. Mais ce que nous savons, et surtout par rapport à un rapport très récent par rapport à l'Afrique, ce qu'on voit, ce qu'on sait, c'est que les retombées au niveau universitaire sont très, très importantes
par rapport au monde de l'entreprise. Parce que ce que nous comprenons par rapport aux chiffres que nous avons, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de licornes, des sociétés start-up qui ont très bien marché, qui peuvent donner une vraie business story. Et ces sociétés créent donc des emplois pour les diplômés. Et donc, ces licornes offrent, voici des retombées, des emplois aux diplômés. Ça veut dire ici, il faut se concentrer, surtout en Afrique, plus sur la promotion de l'esprit d'entreprise dans les universités, parce qu'il y a beaucoup de programmes pour promouvoir l'esprit d'entreprise. Mais là, il faut aller beaucoup plus en détail. Et selon mon expérience, on peut dire qu'il y a une série de facteurs critiques par rapport aux retombées. Il y a deux facteurs en haut qui sont importants, mais et que je vois aussi dans beaucoup de pays africains où on voit des structures très, très développées qui peuvent couvrir ces deux aspects. Donc, les gens doivent créer des modèles commerciaux innovants et beaucoup d'outils peuvent les soutenir, la formation pour qu'ils réussissent à le faire. Et ensuite, ils doivent créer des équipes qui doivent couvrir les différents domaines d'expertise qui sont nécessaires pour les startups. Et là où je vois beaucoup plus de défis en Afrique, quand on arrive peut-être au troisième facteur, d'abord, les résultats de la recherche ne peuvent pas être directement transférés sur les marchés. Il faut développer un prototype d'un produit ou d'un service qu'on pourra montrer à des clients. Et ce développement du prototype est une chose très, très importante dans les universités. Ça exige des laboratoires, une infrastructure spéciale et ça exige aussi un financement. Et là, on arrive à mon deuxième point. Nous avons besoin de financement de prédémarrage. Il faut soutenir les équipes dans les universités qui veulent former des startups pour pouvoir développer leurs prototypes. Et pour cela, on a besoin d'un financement, bien sûr. Et le troisième aspect, ce qu'on voit ici, ce qui est aussi important, il faut soutenir ces retombées du travail universitaire dans le monde de l'entreprise. Et grâce à cela, ces universités ont beaucoup de réseaux dans la société et dans les entreprises. Et voici les facteurs critiques sur lesquels il faut se concentrer. Il faut plus d'universitaires dans le monde de l'entreprise, des docteurs, des professeurs qui commencent leurs entreprises basées sur leurs résultats académiques. On essaye de faire ça dans les projets plus importants. Par exemple, l'Académie d'entrepreneuriat Afrique-Allemagne, on voit que c'est un projet qu'on a développé ensemble avec 42 universités africaines dans toute l'Afrique. Un projet qui est appuyé par le DAAD et notre focus est exactement comment est-ce qu'on peut créer plus de retombées académiques par rapport à cette coopération avec le monde de l'entreprise. Et comment est-ce qu'on peut donc développer des initiatives de start-up dans les différentes universités et donc de travailler de façon rapprochée avec les start-up pour les aider à trouver le financement, mais il faut aussi utiliser la coopération africaine entre l'Afrique et l'Europe parce que c'est assez difficile pour beaucoup de ces projets universitaires d'obtenir le bon financement pour le développement des prototypes dans leurs propres universités. Donc, il faut être ouvert pour voir comment on peut connecter toutes les ressources que nous avons en Europe pour aider l'Afrique à financer le développement de ces prototypes.
et on parle de financement représentant entre 50 000 à 100 000 dollars pour vraiment développer un prototype. Et bien sûr, on peut accompagner tous ces startups académiques pour développer leurs projets commerciaux à passer à la vitesse supérieure. Il vous reste 1 minute. Et la dernière chose que je voudrais faire, je voudrais tous vous demander si vous êtes intéressés dans ce que nous faisons. Nous avons une compétition IDEA pour 2022 et notre focus est effectivement sur les startups venant de la recherche académique dans les universités africaines. Et vous allez trouver sur notre site web. Donc, si vous êtes intéressés, rejoignez-nous et travaillons ensemble pour qu'il y ait plus de retombées au niveau académique dans les universités africaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur de Mbadjine. Et puis, content que vous avez pu nous expliquer on va voir ce qu'est l'entrepreneuriat académique. Les inventeurs Donc, le but académiques, universités, nous avons fait une étude d'utiliser les technologies pour développer les produits et les services. Que vous allez pouvoir nous donner des informations sur comment les académiciens peuvent connecter avec le monde des affaires en Afrique, où il y a de nombreux professeurs qui commencent, qui mettent en avant leurs propres affaires. Nous prenons ces sites web que vous avez introduits, hacademy.ee. Avant de continuer, il y a des questions de notre public. Je demanderai au représentant de US, Elisabeth Colucci. Oui, Monsieur Driss Saya, il est avec nous. Oui, vous avez donc la parole pour votre présentation. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis désolé pour le contretemps. L'engagement de Monsieur le recteur de l'AUF, Monsieur Slim Khalbous, qui a eu un engagement urgent de dernière minute, qui n'a pas pu se présenter. Je vous remercie beaucoup pour avoir patienté, pour avoir décalé mon intervention. Je vais essayer d'être bref et d'aller directement droit au but. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout va bien? Vous m'écoutez? Oui, oui, oui. Très bien. Merci. Alors, j'ai écouté attentivement ce qui a été dit jusque-là et j'ai particulièrement noté l'intervention de Madame Carla Giulietti de la Commission européenne qui a parlé justement du programme Salem, qui était un programme pilote mené par l'AUF avec l'Union européenne en Tunisie et au Maroc. Donc, Salem, c'est la structuration et l'accompagnement de l'entrepreneuriat étudiant au Maghreb. Et en fait, Madame Giulietti a parlé justement d'une matrice de transférabilité. Ça veut dire que cette opération pilote ayant donné de très bons résultats, nous avons démarré l'implémentation de ce programme en Afrique, dans 7 pays africains qui sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire et Maurice. Bien sûr, en plus du Sénégal, qui est un pays phare pour l'AUF en Afrique. Alors, évidemment, cela est parti de nos expériences, de nos multiples expériences. Il y a Salem, donc, qui était une opération pilote en Afrique du Nord, mais il y a également aussi d'autres projets comme DEAL, par exemple, qui est le développement de l'entrepreneuriat étudiant au Liban, par exemple. Donc, ce sont des projets qui ont été co-construits avec des partenaires locaux, comme les ministères, les universités, évidemment, les agences nationales de l'emploi, et avec des partenaires internationaux, évidemment. Donc, l'objectif de ces projets, c'était de contribuer à la maturation des écosystèmes entrepreneuriaux, donc à la création d'un environnement exclusif dans lequel les jeunes femmes et les jeunes hommes, les étudiantes, les étudiants peuvent innover. Donc, on ne s'est pas du tout limité à l'entrepreneuriat étudiant, même si la base du projet était de développer l'entrepreneuriat étudiant.
le principe de ce programme qui est en train d'être déployé en Afrique, donc on a lancé le programme, on a fait une journée de lancement du programme en janvier 2022, donc c'était le 18 et 19 janvier 2022, c'est de déployer le statut national d'étudiant entrepreneur. Donc c'est un statut très particulier qui est élaboré avec les autorités locales, partenaires de l'AUF, donc les ministères et les universités, et qui permet d'accorder aux étudiants qui sont porteurs de projets, qui ont un potentiel entrepreneurial, un certain nombre de privilèges. Donc, un emploi du temps flexible, la possibilité de valider leur projet entrepreneurial en tant que projet d'études, de l'inclure dans leur cursus diplômant de formation, de leur permettre de valider un certain nombre de crédits en partant de formations à l'entrepreneuriat qui peuvent être valorisés dans leur cursus, plus un certain nombre d'autres avantages. Donc, je ne vais pas faire une énumération fastidieuse, mais en tout cas, l'idée, c'est de permettre aux étudiants de ne pas attendre la diplomation, de ne pas attendre la sortie sur le marché du travail à partir du moment où ils sont porteurs d'un projet entrepreneurial. Alors, ces formations, toute cette structure s'appuie justement sur ce qu'on appelle des pôles de pré-incubation entrepreneuriale dans des centres d'employabilité. Donc, l'AUF, là j'ouvre une petite parenthèse, donc l'AUF déploie dans sa stratégie 2021-2025 un réseau de centres d'employabilité francophones. Ce sont des centres pilotes que nous développons auprès généralement d'universités hôtes qui hébergent ces espaces, que nous équipons et qui fournissent des services aux étudiants dans 4 pôles essentiellement. Donc, il y a le pôle insertion professionnelle, donc c'est un tutorat, un accompagnement à la recherche d'emploi, à la préparation, au contact avec l'entreprise et évidemment à l'information sur le marché de l'emploi. Donc, on organise des rencontres avec les professionnels, on organise des rencontres avec les agences nationales de l'emploi qui permettent aux étudiants de se préparer à la sortie au marché de l'emploi. Il y a un deuxième pôle qui est un pôle de formation en compétences douces, en soft skills, ou en compétences transversales, qui sont généralement ces atouts, ces habilités qui manquent justement aux étudiants dans nos universités par rapport à ce qui est demandé sur le marché de l'emploi. Un troisième pôle qui est un pôle de certification, notamment en langue, en compétences numériques, mais également dans d'autres domaines spécifiques tels que la gestion de projet, par exemple, qui est un atout important pour les étudiants. Et un quatrième pôle qui est très pertinent par rapport à notre sujet, qui est un pôle de tutorat à l'entrepreneuriat ou un pôle de pré-incubation entrepreneuriale, où les étudiants qui sont porteurs de projets sont accompagnés par des tuteurs, des coachs, des mentors qui vont d'abord leur apporter des formations complémentaires, mais également les accompagner dans l'évolution, dans leur montage de projet jusqu'à la maturation de leur projet pour aller chercher des fonds d'amorçage ou les mettre en contact, en tout cas, avec des structures qui vont leur permettre de maturer leur projet et donc de tester leur projet auprès de bailleurs de fonds, auprès du marché. Alors, ce programme Entreprendre, justement, qu'on déploie dans les 7 pays africains que j'ai cités, il va bénéficier d'abord aux étudiants, évidemment, c'est la cible principale de l'AUF, mais également aux ministères. Oui, excusez-nous, nous avons été coupés. Hear anything? Do you? I think Driss has frozen. Bien. Wonder if Monsieur Sayan et son image est gelée. Nous avons perdu en attendant qu'il revienne très vite. Eh bien, pendant que nous attendons qu'il revienne, nous allons passer la parole. Quelques questions ont été lancées par les participants entre-temps et je demanderai au présentateur de prendre note des questions. Carla souhaite connaître quelle est l'implication de l'industrie donc, dans
ces projets que vous avez soulignés. Il voudrait savoir les leçons, les messages clés qu'on peut tirer de ces deux projets. Monsieur Samuel Matonda voudrait vous demander de clarifier quelles compétences l'industrie attend des diplômés ou des étudiants avant qu'ils se diplôment, n'est-ce pas? Comment il demande quels sont les intérêts des étudiants avant d'être connectés à ces affaires dont vous avez parlé. Il souhaite savoir comment vos universités sont reliées à d'autres universités. Ce sont les modèles donc déployés sur Cape Coast. Au professeur Dornberger, ils ont besoin de votre présentation. Ils souhaiteraient avoir davantage d'informations sur comment l'académie en Afrique peut être en rapport avec votre programme à l'université de Leipzig. Eh bien, nous entendons que M. Salah puisse se connecter. Peut-être pouvons-nous demander, je commence par Carla, si vous avez des questions, Carla Giuletti. Eh bien, je réponds par écrit pour l'implication. Donc, des sociétés d'affaires et industrielles, et la réponse est positive. Ces partenaires peuvent être des partenaires à part entière dans la capacité de construction, le développement de capacités dans l'éducation supérieure et les projets. Ils font partie du consortium exactement au même titre que les universités, donc ils peuvent participer. Et pour les messages clés ou les bonnes pratiques, eh bien, j'en mentionnerai deux. Une leçon clé est que pour faire que ces projets fonctionnent bien, pour les rendre effectifs et qu'ils aient un impact de durabilité, ils doivent avoir une implication institutionnelle. Ils doivent souligner cette implication institutionnelle parce que parfois, nous voyons que quand il y a une initiative de la part d'un seul professeur qui a pris contact à une conférence internationale, un congrès, quoi que ce soit, et qu'il était en contact avec ses pairs à l'université, quand il est question de 2 ou 3 individus seulement, eh bien, ça ne fonctionne pas bien. Donc, il faut que ce soit une appropriation, une implication à l'échelle institutionnelle. Merci beaucoup. Nous apprécions votre intervention. Je vais passer la parole à M. Samuel Matonda. Pendant ce temps, eh bien, si M. Driss est de retour, eh bien, nous lui demandons de nous le faire savoir. M. Samuel Matonda, vous avez la parole. Est-ce que vous êtes en ligne, M. Matonda? On voulait savoir les capacités, les compétences demandées requises par les étudiants. Vous êtes expert en automobile et certains ont demandé à savoir, à connaître les capacités, les compétences dont vous avez parlé, M. Matonda. Eh bien, pendant que je vais passer la parole à Dr. Rosbon. La question sur les activités dans l'université, à l'université de Cape Coast. Oui, est-ce que je peux avoir la question? Oui. Est-ce que vous avez demandé aux étudiants quels sont leurs intérêts avant de les mettre en rapport avec les programmes industriels avec l'université? Et comment votre université peut être en rapport avec d'autres universités en Afrique?
qu'est-ce que vous faites pour appuyer ces universités en Afrique? D'accord, eh bien, la première, nous demandons le consentement des étudiants. On apprend aux élèves à identifier les opportunités. Il y a une manière de les aider à développer leurs idées. Normalement, ces étudiants, quand ils viennent nous voir, on leur donne une vue d'ensemble concernant l'entrepreneuriat. Il y a des étudiants qui peuvent venir, par exemple, dans les écoles d'architecture. Eh bien, c'est clair qu'ils ont des idées dans quelques filières concrètes et ils ont besoin souvent d'élargir ces points de vue pour pouvoir les matérialiser dans le secteur de l'industrie et à travers les programmes de développement. Nous pouvons les mettre en rapport avec des spécialistes. Le projet, nous l'avons commencé avec BRS et quand il y a continuité, eh bien, nous sommes en rapport avec l'Université de Nairobi. Nous facilitons donc ces échanges. Je partage certaines des thèses qui se présentent ici pour échange et bonnes pratiques avec d'autres centres de l'enseignement supérieur. Et donc, nous sommes intéressés, nous partageons, comme je disais, les bonnes pratiques avec d'autres centres universitaires. Monsieur Tambadia, les gens sont intéressés par vos propositions que les centres académiques évoluent pour devenir, pour être plus près des secteurs d'affaires. Les académies ne peuvent pas entrer dans le secteur de l'industrie, n'est-ce pas, des affaires. Comment les mettez-vous en rapport en Afrique à ces initiatives de ACES? Il y a-t-il une manière de collaborer pour qu'il y ait davantage d'investisseurs en Afrique qui sachent ce que vous êtes en train de faire? Oui, merci beaucoup pour ces questions. Eh bien, d'abord, évidemment, vous savez, lorsque nous parlons des spin-offs académiques, ce n'est pas nécessairement des professeurs qui doivent être et les entrepreneurs qui vont développer ces affaires et devenir les CEO des startups. À mon avis, nous avons de nombreux cas où nous pouvons voir que ces docteurs vont commencer ces business et les professeurs vont y participer en quelque sorte. Normalement, dans de nombreux pays, ceci est possible. Mais les professeurs devraient faire de la recherche, de l'éducation, etc. Ils ne doivent pas devenir nécessairement des entrepreneurs, mais en tout cas, ils devraient faciliter pour les diplômés, les élèves de master, les docteurs, qu'ils mettent en place ces résultats de leur recherche. Il y a des services de produits et ils vont lancer ces startups. Ceci par rapport à quel peut être le rôle des professeurs. Le deuxième point est évidemment, vous pouvez voir sur notre site web de AGEA, African German Entrepreneur Academy. Et vous allez y voir ce que nous faisons. Je vous invite en particulier, si vous avez des idées basées sur la recherche en Afrique par rapport à la concurrence en 2020, ce plan que nous avons lancé. Mes collègues ont partagé aussi ce site web. C'est le Centre africain de développement de carrière qui est sponsorisé par EDD en général sur ces liens académiques pour promouvoir l'employabilité et l'emploi en Afrique.
Et finalement, j'ai grand intérêt à copier aussi ce que vous avez déjà en Europe. Nous avons un réseau où on échange des équipes de start-up entre les différentes universités. Par exemple, j'en ai une ici qui souhaiterait donc se rendre en France et y passer 15 jours, 3 semaines. Pareil, des universités françaises qui pourraient venir à Leipzig en Allemagne avec l'Afrique aussi, bien sûr. Nous avons besoin de l'Afrique en Europe aussi. Ce n'est pas si difficile que cela d'envoyer nos équipes de travail dans d'autres pays où ils puissent être hébergés et être encadrés par d'autres structures et ça doit être fait aussi vice-versa. C'est une proposition que j'aimerais faire aujourd'hui à cette session et j'espère que ce webinaire, nous en repartirons avec cette possibilité de créer ce réseau entre l'Europe et l'Afrique. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir de retour d'Isaya, mais le EUF a des centres pilotes pour promouvoir l'entrepreneuriat et promouvoir des centres, des incubateurs. Il y a quelques idées, quelques questions générales. Nous avons encore 5 minutes et j'aimerais donc vous lancer ces questions qui peuvent nous être présentées et pour rendre possible leur présentation pour les participants à cette région. La deuxième est qu'est-ce que nous pouvons faire avec les diplômés africains qui ne sont plus à l'université? Y a-t-il des programmes qui peuvent les aider pour devenir entrepreneurs? Et une question générale est quelles stratégies peuvent être mises en place pour être plus en rapport avec l'industrie? S'il y a des réponses courtes, nous terminerons dans les prochaines minutes. Any of the panelists can answer. N'importe quel des panélistes peut répondre. Et les gens veulent aussi savoir ce qu'on peut faire pour pouvoir se connecter avec le professeur Dornberger pour que plus d'universités en Afrique puissent bénéficier de vos initiatives. Pour rendre les choses simples, quand on parle de diplômés africains qui ont quitté l'université il y a 3-4 ans déjà, selon moi, les universités devraient cibler ce type de gens en particulier quand il s'agit de développer des startups parce qu'ils ont déjà un petit peu d'expérience. Ils ont plus de connaissances du vrai monde et ce sont des très, très bons candidats à soutenir. Et donc, dans mon université, nous suivons les étudiants même 10 ans après qu'ils aient obtenu leur diplôme. Et les diplômés peuvent revenir vers nous et obtenir notre soutien ou incorporer des équipes, par exemple d'étudiants en master ou en doctorat. Donc, il faut être plus ouvert, tout simplement, pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Puisque il nous reste plus qu'1 minute avant d'arriver à la conclusion, donc je voudrais donc remercier tous les panélistes pour vos contributions à ce webinaire. Il y a plus de 180 participants et ils nous ont demandé, professeur Dornberger, que vous envoyiez des copies de votre présentation, si vous êtes d'accord. Et on va essayer de poster cette présentation sur le site web de Obreal. Maintenant, je vais donner la parole à Elisabeth pour ses remarques de conclusion. Merci beaucoup aux panélistes et aux modérateurs. Et nous avons eu beaucoup d'enthousiasme dans le chat, beaucoup de questions et beaucoup de demandes pour recevoir les présentations. Donc, ce sujet n'est que le début. C'était très, très intéressant
étendre des initiatives entre l'Europe et l'Afrique, il y a bien sûr la possibilité du programme Erasmus+, et nous espérons que beaucoup d'institutions africaines vont postuler sous l'égide de ce programme. Il y a aussi des projets aussi qui sont soutenus par des États membres de l'Union européenne, de l'Allemagne. Et quand on regarde notre sondage original, on a besoin de plus de plateformes qui peuvent soutenir ces entreprises de façon très, très coopérative sud-sud, mais aussi dans une relation entre l'Europe et l'Afrique. Donc, de la part d'Ombreal Global, nous avons beaucoup aimé votre participation active aujourd'hui. Nous attendons avec impatience la 3e édition de ce webinaire qui va traiter de la numérisation et dans les instituts d'enseignement supérieur. Ça aura lieu le 22 juin. Donc, je vais lancer l'annonce pour s'inscrire à cet événement. Et finalement, continuez avec votre bon travail dans vos institutions, dans vos contextes. Vous êtes des participants très précieux et très, très importants pour renforcer les liens entre le monde de l'entreprise et l'université. Merci beaucoup. Et on vous attend avec impatience la prochaine fois, le 22 juin. Merci. Donc, merci beaucoup, Elisabeth, et je pense, donc, je vais vous dire à la prochaine, tout simplement. Merci. Au revoir, merci. Bye bye. Au revoir.